Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Christo. Bonsoir Antoine Christo, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Vous-même? Ça va, très bien. J'ai passé un très beau moment de lecture avec votre roman, donc je le montre ici puisqu'on vous reçoit pour ce livre Fêtes et défaites qui est paru le 6 mai au Cherche Midi. Donc avant qu'on commence à discuter sur ce fabuleux roman, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Antoine par l'intermédiaire de l'onglet Converser et Frédéric viendra poser ses questions à Antoine à la fin de notre rencontre. Alors, je le remontre parce qu'il est très beau ce livre. Voilà, ce sont des illustrations de Fabienne Legrand. Vous en avez une ici. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien. Vous avez des arbres généalogiques parce que fêtes et défaites, il est question de fêtes et plus exactement d'un pax. Mais avant qu'on commence, Antoine, j'ai envie de dire que votre livre est particulier. Ce ne sont que des rectos et il y a un exercice stylistique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, effectivement, ce roman, il est construit à partir de premières pages de chapitres. C'est une succession en fait de premières pages de chapitres et qui s'enchaînent, qui se suivent. Donc, c'est à chaque fois on a un chapitre différent, mais il n'y a que la première page de ce chapitre. Donc, il y a à peu près 123 chapitres, donc 123 premières pages, qui d'ailleurs pourraient constituer, si on le voulait, ça pourrait constituer autant de points de départ de cette histoire, parce que cette histoire, on pourrait la prendre par tous ses bouts, par toutes ses entrées, et qui se succèdent les unes à la suite des autres. Que des premières pages, mais j'ai envie de dire quand même une construction très logique et très brillante, puisque même si ce sont que des premières pages, l'histoire se suit, à part le début de la première phrase qui suit. Alors, le début de chaque phrase enchaîne sur la phrase de fin de la précédente, mais il y a quand même une suite logique et vous donnez place à plein de personnages. Effectivement, c'est assez incroyable. Alors, moi, ma première question, je me suis dit, mais déjà, écrire un premier roman, c'est peut-être une contrainte, je ne sais pas. Mais alors, aller se coller une contrainte stylistique, pourquoi? Ah, alors, en fait, l'idée de cette contrainte, elle est venue de plusieurs choses. Elle est venue. Alors, d'abord, je trouve, d'une manière générale, une contrainte, en réalité, je trouve que c'est une vraie source de création. C'est une source de créativité. Et on dit souvent de faire d'une contrainte une opportunité. Et je trouve que quand on est dans un... Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne assez bien comme ça. Quand je suis dans un cadre un peu défini, déterminé, ça m'aide en fait à structurer les choses. Alors, moi, je suis juriste de formation. C'est Giraudoux dans La guerre de Troie, qui n'aura pas lieu, qui disait que le droit est la plus belle école de l'imagination. Et je crois qu'il a raison. Les juristes sont très créatifs, ou en tout cas essayent de l'être. Et le but, c'était de se dire, j'ai cette contrainte-là et comment finalement j'en fais une force, comment j'en fais quelque chose de ludique. Bon. Donc ça, c'est d'une manière générale. Après, l'idée de ces premières pages, en fait, elle m'est venue de plusieurs choses. D'abord, c'est un plaisir immodéré que de découvrir à chaque fois une première page dans un roman. Je trouve que c'est un moment unique. Il y a une phrase qui dit que l'occasion de donner une première impression ne se présente qu'une seule fois. Hein, c'est un adage qui dit ça. Et c'est vrai que quand on ouvre un roman pour la première fois, un premier roman ou un roman, on a d'un auteur qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, peu importe, parce que c'est à chaque fois une expérience différente. On rentre dans quelque chose de différent et on plonge dans un univers et on est immergé dans cet univers. Et donc, je trouve. Et alors, le seul problème, c'est que ce plaisir-là, par définition, il est éphémère. Et moi, c'est vraiment un de mes grands plaisirs. Il m'arrive parfois dans une bibliothèque de prendre des livres comme ça et de lire que la première page. Et je m'étais dit comment faire pour réitérer ce plaisir éphémère. Donc l'idée avait un peu germé comme ça. Et puis après, par rapport à l'histoire, j'ai trouvé que cette contrainte de forme, elle collait bien parce que, en fait, donc, il y a l'organisation de ce PAX qui se déroule sur 48 heures et on croise, comme vous l'avez dit, plein de personnages différents. Et ce que je voulais, c'était finalement que le lecteur ait un peu une expérience immersive, c'est-à-dire qu'il plonge dans le roman comme s'il allait à cette fête, comme s'il était un invité, et comme s'il allait changer son regard, son point de vue, passer 30 secondes sur tel endroit, 30 secondes sur tel autre, rencontrer telle personne, dire un mot aimable au serveur, etc. Et en fait, c'est un peu l'impression qui nous reste, je trouve, quand on participe comme ça à des mariages ou à des fêtes. 2 ou 3 jours après, on a comme ça des flashs, on a des images assez précises en tête. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire. Et finalement, je me suis dit, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire en dressant des portraits très rapides. Il faut que ça aille vite, comme des flashs.
Et il faut que ça s'enchaîne rapidement et de façon ludique. Un peu comme si on suivait finalement un invité qui avait une caméra à l'épaule et qui passait d'un coup, comme ça, d'un coup à l'autre sur différents personnages, sur différentes situations. Et c'est ça qui m'a beaucoup amusé en fait dans cette contrainte de forme. Parce qu'en fait, moi, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Ah ben oui, ça se sent. Alors je vous confirme, c'est très. On a l'impression que par moment, c'est le personnage qui nous parle, comme si on était un invité. Effectivement, ça, c'est très Ouais. surprenant. Cette capacité que vous avez à capter le lecteur et à le faire amener dans la page, comme si on avait traversé le bouquin et on y est, on voit tout. Alors c'est très visuel. Alors effectivement, on a tous assisté à un mariage ou un Pax, et donc là, effectivement, on se trouve donc au Pax de Camille Brochant et de Laurent Dupuis. Alors c'est vrai qu'au début, on s'attend à un mariage. Ouais. Déjà, alors, je vais revenir rapidement sur le titre, Fête et défaite. Il y a une subtilité dans ce titre, c'est que fête est au singulier et défaite est au pluriel. Donc, on laissera au lecteur Le soin de découvrir réfléchir. les deux sens Voilà. du mot des fêtes Ouais, voilà. Il a double sens. dans Donc cette moi, je m'attendais à un écriture-là. mariage. Je me dis, tiens, super, Ouais. je vais être invitée à un mariage. Parce que c'est ça ce qu'on se dit, on va être invité à un mariage. Mais on est vraiment, nous, lecteurs, invités au mariage. Et finalement, non, c'est un Pax. Pourquoi avoir choisi justement ce contre-pied pour coller avec l'actualité C'est quoi? Non, parce qu'en fait, alors c'est vraiment, enfin, au-delà de la contrainte de forme dont on parlait, sur le fond, j'ai vraiment voulu questionner aussi le lecteur, l'emmener dans un questionnement sur l'engagement, Mm. sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui s'engager à une époque où, d'ailleurs, il y a un personnage qui, Oui. à un moment donné, dit que Pax et mariage se ressemblent étrangement et que on est dans une cérémonie à la mairie avec des témoins, et finalement, on est presque dans l'ordre du symbole. Il y a des régimes qui sont très équivalents sur le plan juridique. Alors, le Pax peut se défaire encore plus facilement que le mariage. Mais à part cette différence, c'est quand même deux choses très proches. Donc, la question, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est pourquoi cohabitent ces deux formes d'engagement. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est de confronter ces deux points de vue, c'est-à-dire le point de vue de Camille, qui est issu d'une famille voilà, très bourgeoise, très installée, un père qui est bâtonnier, etc., et qui s'est toujours imaginé qu'elle se marierait un jour, qu'elle ferait un grand mariage dans la propriété familiale, comme c'est la tradition dans cette famille, etc. Et en fait, il n'y a même pas de question en réalité. C'est quelque chose qui est programmé comme ça. Puis, pas de chance, parce que finalement, elle tombe amoureuse d'un garçon qui, lui, est aux antipodes de ça, pas par provocation, mais tout simplement parce que lui a beaucoup souffert du divorce de ses parents et d'une mère qui vit avec quelqu'un qui a à peu près le même âge que lui. Donc, c'est quelque chose qui l'a marqué, qui le fait souffrir en réalité. Et du coup, il est devenu mariageophobe. Donc, il se dit, moi, Ouais. pas question, l'engagement, c'est niette, et le mariage, évidemment, c'est niette. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils font un compromis. Ils font ce compromis qui est un compromis amoureux, c'est-à-dire que chacun va faire un pas en direction de l'autre. Et du coup, ils imaginent, elle renonce au grand mariage, lui, il renonce à ne pas s'engager. Mais je pense d'ailleurs au fond que c'est lui qui fait l'effort le plus important, parce qu'il s'engage quand même, en réalité. Et ils imaginent, ils décident donc de se paxer. Et ils se disent, bah, on va signer ce pax, qu'ils imaginent en petit comité, avec quelques amis, quelques proches, parce qu'évidemment, dans l'esprit de Laurent, ça peut pas être une grande fiesta à tout péter, c'est pas possible. Et évidemment, ça va pas se passer comme ça. Alors, alors, même s'il y a un fond qui est assez sérieux, il y a quand même des choses très très drôles parce que vous nous épargnez rien. On a l'enterrement de vie de jeunes Le garçons, garçon, il y a tout, il y a tous ouais. les préparatifs, il y a les personnages secondaires, il y a tout, donc il y a le chef cuisinier parce que évidemment le père de Camille peut Chef pas étoilé, imaginer, ouais. voilà, le chef étoilé, il peut pas Ouais. imaginer que sa fille se marie, que se paxe pas sans que ça soit grand. Donc du coup, effectivement, il y a ça. Il y a des personnages qui sont très drôles et moi, c'est le personnage qui me fait le plus rire, je crois que c'est l'arrière-grand-mère, c'est Monique. Monique, c'est ça. À les cache, ouais. Ah, Monique, elle est extra. Bon, cela dit, son mari Raoul a une réflexion qui est aussi pas mal. Je l'ai noté ça. Raoul, il dit la vie est la plus belle des maladies mortelles sexuellement transmissibles. Ça, c'est Ouais. bien lu quand même. Je trouve que c'est. Donc, non, non, on passe un très bon moment et il y a des choses. Il y a le chien également. Il y a le chien, vous faites parler le chien. Je Ouais. me suis dit, mais comment a-t-il fait quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnages, alors tous ne sont pas mis à l'honneur, mais il y en a quand même beaucoup qui sont... Bon, c'est plus facile quand on n'a qu'une page, une première page pour faire parler des personnages. Est-ce qu'à un moment donné, on s'en mêle pas les pinceaux? Non, parce qu'en fait, alors, dans la Vous avez travaillé construction, comment? Ouais, vous avez travaillé comment ça? alors, dans la construction, en fait,
pour pas s'en mêler les pinceaux, justement, et pour se laisser porter par ce récit, il fallait justement que je suive quelque chose de très chronologique. Et donc, ça commence par les préparatifs, avec l'enterrement de vie de garçon, et puis donc, il y a la séance chez le coiffeur, il y a la séance, il y a le fleuriste, enfin, il y a tous ces éléments-là, il y a l'équipé aussi pour aller chercher le vin pour la cérémonie, chez un viticulteur du coin. Il y a le médecin de campagne du coin qui intervient aussi. Voilà, il y a tous ces personnages qui gravitent de près ou de loin autour de cette fête, mais il fallait en fait que ça se suive de manière chronologique. Et donc, cette histoire est racontée sur 48 heures. On a donc les préparatifs, ensuite on a le jour J, donc on est la veille, le jour J avec la célébration à la mairie, puis ensuite la bénédiction, parce que c'est un Pacs qui se fait avec une bénédiction, ce qui est techniquement possible, je tiens à le préciser. Oui, parce qu'au début, je me posais la question, je dis, mais comment c'est possible ça? Ouais, si, c'est techniquement possible. Après, donc, il y a le cocktail dans les jardins de la propriété, et puis le dîner, la soirée, et puis ça se termine le lendemain matin, au petit matin, sur les coups après une nuit blanche, avec un petit déjeuner qui est servi pour les fêtards qui ont eu le courage de rester jusqu'à l'aube. Voilà. Donc, il fallait que ce soit vraiment très rythmé et dans un espace-temps assez limité, parce que sinon, il y aurait eu un vrai risque d'éparpillement. Donc, il fallait vraiment suivre un espèce de chemin de fer comme ça, très bien structuré. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, mais qui est chronologique en réalité. Voilà. Non, c'est très bien construit, c'est très bien. Est-ce que vous êtes inspiré de... Alors, au début, vous le dites, hein, je ne sais pas comment vous l'avez formulé, là, comme dans les... je dis que toute ressemblance avec des personnages imaginaires serait purement fortuite. Non, mais on imagine que vous êtes allé à plein de mariages et que oui. Vous avez transposé dans votre roman des passages précis parce que c'est juste pas possible. Moi, je n'avais jamais vu ça. C'est l'épisode du photographe. Ils ont un problème pour un photographe et on décide. Je crois que c'est l'organisateur, c'est Fredo, c'est ça, le Fredo. Donc c'est l'organisateur du Pacs et c'est lui qui décide de prendre un comédien. C'est quelqu'un de son équipe. Qui effectivement se retrouve en panne de photographe, qui ne sait plus comment faire et qui pense au copain de sa sœur qui est comédien. Et alors ça, j'ai trouvé ça fantastique parce que j'aurais jamais eu l'idée de prendre un comédien parce qu'elle se dit, oui, effectivement, il est comédien, donc il peut jouer le rôle d'un photographe. Il y a beaucoup de comédiens, vous avez vu dans cette histoire. On ne va pas tout dire, mais il y a beaucoup de comédiens. Ouais. Il y a aussi le poids du passé, parce que Camille, elle, bon, ses parents sont nobles, on va dire, parce qu'elle a une particule, c'est de Brochant. Il y a aussi toute cette transmission et le fait que quand on vient d'une famille noble, on ne peut pas se marier donc en petit comité. Il y a tous les parents sont assez présents et dictent un peu ce qu'il faut faire. Ouais. Ça, c'était important de le mettre au cœur de l'histoire. Il y a une justification? C'était pour accentuer les différences entre les... Alors, c'est pour accentuer les différences et puis c'était aussi pour accentuer dans la personnalité de Camille le fait qu'elle était assez prisonnière de ce choix. Parce qu'en fait, elle ne l'a pas tellement questionné, ce choix de se dire je me marierai comme ça et je me marierai parce que c'est écrit. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi elle raisonne comme ça et pourquoi il n'y a pas d'autre alternative. Mais vous l'avez dit, c'est parce qu'il y a ce poids de cette éducation, de cette tradition, de cet héritage qui fait que, en réalité, elle est face à un non-choix. Et elle va sortir de ce choix par amour, justement, parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui, lui, ne voit pas du tout les choses de la même manière. Et alors, il y a quand même des symboliques terribles parce que c'est le mari qui a une écharde dans le pied et qui se tape l'écharde. Laurent se colle une écharde dans le pied quand effectivement, à un moment donné, il ne va pas bien fort. Et puis cette écharde, elle va gonfler, elle va grossir. Et en fait, c'est vraiment, c'est la métaphore de... Il a vraiment une écharde dans le pied, en fait, au sens propre et au sens figuré, jusqu'à ce qu'il en soit délivré. En plus, il y a des tas d'épisodes là dans le jardin où il y a aussi l'épisode où il y a le serveur qui se casse la figure. Il y a plein de scènes qui sont très cinématographiques. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une idée derrière d'adapter? On verra, pourquoi pas. Mais j'avais en tête, en fait, aussi, quand j'ai écrit cette histoire, j'avais aussi en tête 2 références cinématographiques. J'avais 4 mariages et un enterrement, parce que c'est aussi quelque chose que je pense que beaucoup de lecteurs ont vu ce film, et je pense qu'inconsciemment, il y a des choses qui remontent aussi toujours ça. Et puis, il y avait le sens de la fête également, que j'avais beaucoup aimé et qui m'a... Voilà, Non, moi, ce n'est pas celui-là que j'ai eu en tête. Moi, j'ai eu en tête le film Mariage,
qui est plus Ah, tragique, je sais pas si vous l'avez vu, oui. qui est beaucoup plus dur. Et moi, j'ai pensé à ça parce que comme les familles se tiraillent, on apprend des choses. Alors, il y a là aussi, les témoins sont extra dans votre histoire. Mais tous les personnages, j'ai envie de dire, sont hyper bien croqués. On les voit, on a l'impression que c'est nos amis, quoi. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on connaît tous ces gens, qu'ils font partie de notre famille et qu'on les a croisés un jour ou l'autre. C'est ça qui est dingue. Bah, C'est ouais, particulièrement réussi. ce que je voulais, c'était que bon, ça reste un moment de fête, même s'il y a des tensions, même si c'est difficile, ça reste quand même un moment où tous les gens qui interagissent, et c'est ça aussi moi qui m'a amusé dans la construction de ce récit, c'est de voir comment toutes ces personnes qui gravitent autour de l'organisation d'un événement comme ça et qui interagissent de près ou de loin avec les deux héros du jour, avec Camille et Laurent, bah, comment tous ces gens-là ils essayent aussi à un moment donné de faire de leur mieux, ils essayent parce qu'en fait, ils sont ils participent en fait à ce moment de fête et je pense que même s'ils n'en ont pas totalement conscience, inconsciemment, il y a cette envie, cette volonté de participer et de faire les choses correctement et du mieux qu'on peut. De Euh, participer, mais après, ils se posent des questions aussi. Du oui. coup, ça les fait réfléchir sur leurs propres relations. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien vu parce que Et sur en leur propre général, engagement. ouais, Oui, mais ouais. parce que la question de l'engagement, elle se pose finalement de manière différente, mais elle se pose à tous les âges, elle se pose en fonction des parcours de vie. On voit par exemple que Gauthier, le père de Camille, et qu'il est finalement, c'est quelqu'un qui comme ça apparaît très sûr de lui, très enfermé dans ses principes, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une faille, qui a une fragilité, et qui n'arrive finalement, voilà, qui le rend pas forcément très heureux. Euh, donc, oui, la question de l'engagement, il y a la mère aussi de Laurent, Mm. qui, elle, a enchaîné pas mal d'aventures avec des hommes plus jeunes, etc., et qui se demande à un moment donné où elle en est de sa vie, voilà, qui a cette peur d'être abandonnée, d'être quittée, quelque chose qui revient régulièrement, je pense, aussi dans les relations amoureuses, peut-être à différents moments de l'existence. Donc, en tout cas, cette question, elle est universelle et elle se pose en fait dans tous les milieux. Elle se pose à tous les stades de la vie. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'au-delà des certitudes, au-delà de ce qu'on peut exprimer comme ça en façade ou dans des moments comme ça où on interagit avec d'autres socialement, il y a aussi ce que vivent les individus au fond de leur cœur et qui parfois, on voit que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Si, il est un peu odieux, Gauthier, quand même, par moment. Et on se demande, mais quand Camille va lui rentrer dedans, quand même, parce que On va lui rentrer dans l'art, ouais. elle Et puis et on n'a qu'une envie, on attend. Et puis alors, vous ouais, jouez on un se peu dit, mais il le faut qu'elle y lecteur. aille là, il faut Ouais, voilà, qu'elle. parce que vous lancez Puis ça des monte, ça monte, ça voilà, monte. c'est ça. La mayonnaise monte tout doucement. Alors, on s'imagine qu'il va y avoir une fin terrible. Et finalement, je ne raconterai pas la fin parce qu'il faut vraiment que vous lisiez ce roman, chers amis lecteurs. Mais en tout cas, vous jouez pas mal avec nos nerfs parce que vous lancez, donc comme c'est les premières pages, à chaque fois vous lancez, j'ai envie de dire, une bouteille à la mer, on a des infos petit à petit. Mais entre Gauthier et sa fille, on se dit, bon, allez, elle y va pas. Et bon, vers la fin. D'ailleurs, il y a aussi un personnage moi, qui m'a interpellée, c'est Yves. Et Yves, vous lui faites dire qu'il collectionne les impressions, surtout les premières, parce que ce Ouais. sont les plus pures. Est-ce que vous collectionnez les impressions aussi? Alors, je crois qu'il y a une petite coupure réseau. Je ne sais pas si... Antoine, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si Antoine m'entend, parce que je n'ai plus de connexion. Ah, Ah, oui, je ne vous entendais plus. vous m'entendiez plus. Vous m'avez Non, perdu. oui, donc j'ai pas entendu votre réponse du coup. Non, alors ce que je disais, c'est que je collectionne pas les impressions, mais j'y suis attentif. J'y suis attentif parce que c'est quelque chose qui, je trouve, rend l'existence plus belle. Et je vous disais que moi, il y a une phrase de Stendhal qui m'habite vraiment tous les jours et que j'ai fait mienne. Stendhal dit tous les matins en se levant, il faut partir à la chasse au bonheur. Et je trouve que voilà, c'est une philosophie de vie
et que le bonheur, il se cache dans des petites choses très simples. Et donc, être attentif à des petites choses très simples dans sa journée, c'est une façon d'être heureux, je pense. Ouais. Alors, je voudrais revenir sur le personnage de Monique, parce que Monique, c'est vraiment moi le personnage. Est-ce que vous avez un personnage qui vous avez plus d'affection pour un des personnages? Parce que moi, Monique, c'est celle que je trouve la plus fabuleuse, hein, quand même. Alors, Monique, c'est l'arrière-grand-mère, oui. Ouais. C'est l'arrière-grand-mère qui a eu une vie très, très rock'n'roll, qui dit à sa petite fille d'ailleurs que la vieillesse est un naufrage, et que, enfin, son arrière-petite-fille, que la vieillesse est un naufrage et qu'il n'y a pas de canot de sauvetage, ce qui est toute la fatalité de la vieillesse. Et c'est vrai qu'elle lui ouvre en fait un champ des possibles, Monique. C'est-à-dire que voilà, elle lui dit, bah, tu vois, j'ai pas toujours été cette vieille pomme ridée que tu as sous les yeux. J'ai eu aussi 20 ans, j'ai eu la peau ferme, j'ai aussi fait tourner des têtes, et j'aimais le champagne, et j'aimais danser, et voilà. Oui, et je pense que ça aussi, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai voulu faire dans cette page, c'est à chaque fois, bon, dans beaucoup de pages, j'ai souvent essayé de mettre en place un contre-pied, c'est-à-dire qu'on ait une surprise et qu'il y ait un retournement de situation. Et là, c'est évidemment l'image de l'arrière-grand-mère qui, d'un seul coup, on ne la voit plus du tout de la même manière à la fin de la page. C'est ça que j'avais trouvé intéressant. Mais pour répondre à votre question, je n'ai pas un personnage en particulier, moi, qui me plaît plus que les autres. Moi, je les aime tous, mais tous ces personnages que j'ai écrits, que j'ai décrits et que j'ai fait vivre dans ce roman, j'ai une tendresse pour chacun d'entre eux, en fait. Mais il n'y en a pas un plus que l'autre, donc ils sont tous sur un pied d'égalité. Oui, ils sont vraiment tous sur un pied d'égalité. Ouais, ouais. Et alors, ce qui est extra aussi, c'est le discours. Alors, dans Pax au mariage, il y a un discours, et le discours du père. Est-ce qu'il a été facile à écrire, ce discours? En fait, vous voyez, la contrainte de la page fait que j'ai été obligé. La brièveté est un art. Ouais. Voilà, comme disait Puccini dans La Bohème, hein, la brièveté est un art. Donc, il a fallu que je m'adapte parce que je pouvais pas délayer. Donc, il fallait que je trouve, vous voyez, la contrainte. Voilà, il fallait que je trouve une pirouette pour que ce discours ne prenne pas trop de place dans la page. Ouais, Voilà. mais il est important ce discours, parce que Ah oui, finalement, oui. on ne dit pas tout, mais il va faire vriller des choses. Parce Oui. que du coup, on ne s'y attend pas, parce qu'on pense que voilà, Gauthier va être dans son rôle brillant de bâtonnier, et finalement, là aussi, il va prendre le contre-pied. Là aussi, il y a un retournement. Mais c'est à chaque fois, en fait, j'ai vraiment essayé de. Mais ça, bon, le format, je pense que aujourd'hui, je pense que l'attente des lecteurs, d'une manière, enfin, on peut avoir plusieurs attentes, mais je crois aussi beaucoup qu'aujourd'hui, un lecteur, enfin, quand il s'ennuie, il quitte un livre. Donc, ça, c'est parce qu'on vit aussi dans une société où tout va plus vite, où on regarde des séries, dès que ça ne nous plaît pas, on arrête, etc. Donc, il fallait tenir le lecteur en haleine et ne pas le perdre, parce que cette galerie de personnages pourrait faire peur. Et je tiens quand même à rassurer les Oui, oui, lecteurs oui. qu'on ne s'y perd pas, en fait, et Non. qu'il faut vraiment, comme on va à une fête, en se laissant porter par toutes ces rencontres, parce qu'il y a évidemment plein de personnages qu'on revoit. Les personnages principaux, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on les revoit à travers les yeux de plein de personnages secondaires. Donc, en fait, on n'est pas du tout, c'est pas juste des morceaux mis les uns à la suite des autres, c'est vraiment dans une continuité, et ce qui permet de voir plus facilement comment justement les personnages principaux évoluent à travers le regard des autres. Oui, et puis alors en plus, on a très envie de savoir ce qui va se passer à la fin, parce qu'on rentre dans ce mariage, donc nous on est comme Dans ce l'invité. Pax, dans ce Dans The Pax. Pact, pardon, oui, oui, mais parce que je pensais à mariageophobe, parce que je trouvais ça très drôle, ce mot mariageophobe aussi, qui du coup ne colle pas, puisque c'est un Pax. Alors est-ce qu'on dit paxophobe? Je ne sais pas. Donc du coup, oui, on rassure les lecteurs, ça se lit très 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 bien, et voilà. Moi, quelle a été la réaction de votre éditeur quand il a vu l'exercice de style? Il s'est dit, oulala, pour un premier roman, ou alors c'est passé comme une lettre à la Non, poste? c'est passé comme une lettre à la poste. Et en fait, je pense qu'ils ont vraiment. En fait, ce qu'ils m'ont dit, tout de suite, ils m'ont dit, mais ce qui est marrant, ça marche, en fait. Mm. Et l'appréhension qui était de dire on va se perdre, etc. Et en fait, sinon, ça marche, ça fonctionne bien, et on arrive justement à suivre le fil du récit. On n'est pas perdu et on est porté par tous ces rebondissements et ce questionnement en toile de fond, encore une fois, sur l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que au cours de l'écriture, donc vous aviez le fait des premières pages, est-ce que vous êtes laissé embarquer par l'histoire? Est-ce que ça vous a fait changer la construction? Est-ce que vous avez changé? Est-ce qu'on pourrait intervertir des pages?
Est-ce que vous en avez Alors, interverti je n'ai pas interverti, mais j'ai été une fois que j'avais fait mon premier jet, j'avais un peu moins de personnages que ça, en fait. Et il a fallu que je creuse certains aspects. Et donc, pour creuser certains aspects, il a fallu que je rajoute certains personnages. Donc, là, pour moi, l'exercice a été très drôle parce que j'avais déjà créé des liaisons entre des pages et il a fallu que je réinsère des pages entre des pages D'accord. existantes. Donc, il a fallu que je retravaille des liaisons. Et ça, c'était assez jouissif, en fait, parce que du coup, il fallait trouver une nouvelle astuce, il fallait trouver, bon, il fallait pas faire une page pour une page, il fallait vraiment faire une page parce que ça contribuait à enrichir le récit et que ça contribuait à apporter quelque chose. Alors, c'est votre premier roman. Vous aviez écrit auparavant un ouvrage professionnel par rapport à votre métier. Est-ce que vous avez envie de continuer déjà à écrire d'autres romans? Et quelle est la différence entre l'écrire, alors, outre le fait que c'était technique, j'imagine, votre ouvrage juridique, c'est plus agréable. Ouais, alors on imagine que le roman est beaucoup plus agréable, mais est-ce que c'est les mêmes contraintes que dans un livre professionnel? Alors, non, ce n'est pas du tout les mêmes contraintes parce qu'il y a une vraie liberté dans un roman qu'on n'a pas tellement dans un ouvrage dans un ouvrage de droit et encore plus peut-être de droit du travail. Donc, non, non, il y a pas de, il y a une vraie liberté dans l'écriture d'un roman. Alors que, voilà, pour le coup, dans un ouvrage juridique, on est contraint par la règle. Donc, heureusement, il y a une interprétation de la règle, mais on est quand même contraint par la règle. Voilà. Quand vous êtes passé de l'un à l'autre, un jour vous êtes dit je vais écrire un roman, ça y est, c'est décidé. Non, ça s'est pas fait comme ça. En fait, ça s'est fait. Bon, enfin, j'ai- j'ai toujours écrit en réalité. J'ai écrit des nouvelles quand j'étais plus jeune. J'ai écrit des poèmes, des nouvelles, ce genre de choses. Mais jamais avec l'idée d'être publié. Et puis en fait, j'ai un très bon ami qui est scénariste et avec qui j'ai commencé un jour à travailler avec lui sur une BD qu'il était en train d'écrire. Et puis je sais pas, ça a décoincé quelque chose en moi. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas, quoi. Je pourrais finalement, moi aussi, essayer d'être publié, pourquoi pas. Et puis, on avait commencé un projet ensemble qu'on a arrêté, qu'on a repris après et qui va être publié l'année prochaine et qui va sortir chez Casterman, qui est une bande dessinée qui va sortir qui raconte une histoire dans les années 50, l'histoire d'un jeune garçon qui est un fils de sans-famille, qui décide contre l'avis de son père de devenir cuisinier, ce qui évidemment dans son milieu social ne se fait absolument pas, et encore moins dans les années 50, on n'est évidemment pas à l'époque de Top Chef, donc vous Non. imaginez comment ça peut être perçu. C'est une forme de trahison pour cette famille-là, donc, mais c'est la question voilà, d'aller aussi jusqu'au bout de ses rêves. Qu'est-ce que ça veut dire que voilà, de faire un métier qu'on aime, de faire quelque chose qu'on aime dans sa vie, c'est la question voilà, de réussir sa vie ou de réussir dans la vie. C'est un peu cette question qu'on traite aussi en toile de fond. Et donc, le fait d'avoir écrit aussi cette BD, voilà, ça a vraiment en fait débloqué quelque chose chez moi et ça m'a donné envie d'être publié. Et puis là, j'avais vraiment envie de partager quelque chose, de partager aussi une vision, parce que c'est vrai que publier, voilà, on se met un peu à nu, c'est accepter aussi des critiques pas forcément agréables, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, fort heureusement. Mais voilà, je pense qu'il faut être un peu prêt aussi pour ça. Voilà. Et là, c'était le moment. Ça va être la Moi, je cinquantaine. dis, vous avez bien fait de basculer sur le roman parce que moi, je suis ravie de rencontrer un nouvel auteur. C'est toujours bien de rencontrer des primo-romanciers. Et là, vraiment, moi, j'ai vraiment un très bon moment de lecture. Est-ce que le fait d'avoir écrit des nouvelles, puisque l'exercice de la nouvelle c'est assez court, ça vous a aidé, là, justement, dans Fêtes et Défaites? Vous Je aimez tout pense ce que qui est court. Alors, ouais. dans la BD, vous avez fait les bulles, c'est ça? Vous avez écrit les bulles, c'est ça? Oui, en fait, on a fait tout, enfin, les bulles et toute l'histoire en réalité. Ouais. Donc, c'est Ouais. la contraction. Vous êtes très fort en contraction, quoi. Oui, alors je pense que les Vraiment. nouvelles, effectivement, m'ont aidé à écrire Fêtes et Défaites. Parce que c'est pareil, la nouvelle, il faut être assez condensé, assez ramassé. Il faut aller à l'essentiel, il faut juste diluer ce qu'il faut diluer. Mais l'exercice, là, moi, m'a un petit peu frustré aussi. Et je pense que ça peut aussi frustrer le lecteur parce qu'il y a des personnages, on aimerait bien savoir un peu plus ce qui leur arrive, ce qu'ils pensent, etc. Mais je voudrais rassurer les lecteurs parce qu'il y aura une suite, normalement. Ah, Euh,
et dans laquelle je rentrerai beaucoup plus en profondeur dans certains personnages. En fait, on va retrouver Camille et Laurent 10 ans après. Ils organisent une fête, une nouvelle fête, mais pour célébrer leurs 10 ans de vie commune parce qu'ils ont quelque chose à annoncer. Et évidemment, ça ne va pas se passer comme ils l'avaient imaginé. Et on aura des recto verso ou il y aura encore que des... Ou alors que Non, des il y aura des versos recto verso. Il y aura des recto verso, mais avec une contrainte différente, néanmoins. Vous aimez ça, vous aimez. Mais c'est bien se donner des challenges et ça change. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Donc on Et puis est ça ravis. bouscule un peu le lecteur. Je trouve que c'est bien aussi de pas être toujours dans le même format. Et je pense que la littérature doit aussi, à sa manière, un peu innover, enfin, il faut essayer de trouver des façons différentes de raconter une histoire, d'accrocher le lecteur. Je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est évidemment facile dans le 7e art, mais je pense que c'est aussi possible en littérature. En tout cas, moi, je trouve que ça vaut le coup d'essayer, de trouver des formats différents qui doivent se prêter à... Il ne faut pas faire un format pour un format, il faut que ça se prête évidemment à l'histoire et puis à ce qu'on veut raconter, etc. Mais je trouve que c'est la forme peut être au service du fond aussi. Voilà. Le titre, c'est vous qui l'avez trouvé? Oui, oui. Tout de suite, il est venu comme une Non, évidence. alors j'avais un titre provisoire qui était première page, mais qui traduisait pour le coup beaucoup trop la forme et pas du tout l'histoire. Et puis voilà, mon éditeur m'avait dit bon, première page, ok, oui. C'est bien, mais on doit pouvoir trouver mieux. Donc j'ai phosphoré et puis c'est venu. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à Fabienne Legrand de faire l'illustration de votre jeu de roman? Non, ça c'est une idée de mon éditrice, de Pomme Bessot, et je lui en suis infiniment reconnaissant parce que je trouve que Fabienne a illustré, a dessiné cette couverture et la 4e, et puis les arbres généalogiques à l'intérieur, vraiment avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de raffinement. Voilà. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que je lui avais donné... on avait beaucoup parlé de la structure de la couverture, en disant que je voulais qu'il y ait vraiment cette table en premier plan, puis cette maison en second plan, puis les vignes, parce que ça se passe en Bourgogne, donc il fallait qu'il y ait tous ces éléments, et puis qu'on voyait bien que c'était en fin de fête, quoi. Et je lui avais donné plusieurs photos, et dont de maisons comme ça en Bourgogne, qui sont des maisons que... Et dans le lot, il y en avait une... L'arbre généalogique, il est comme ça. Alors, la et subtilité, dans le lot, il y avait une maison que j'affectionne particulièrement, et ce qui est très amusant, c'est que sans rien lui dire, elle a choisi celle-là. Voilà. Ah, vous voyez comme quoi. Donc, voilà, donc, la subtilité que vous avez relevée tout à l'heure, c'est que donc, ça, c'est l'arbre généalogique de Laurent Dupuis. Lui, c'est un seul pleureur. Là. Famille de divorcés. Et Camille de Brochant, c'est un chêne. Parce que chez les... oui, forcément, plus que centenaire et qui a des belles branches bien solides, du moins en apparence. Et donc voilà, et donc si on peut, alors pour montrer, parce que je sais qu'ils sont très curieux, nos amis lecteurs, mais je ne sais pas, je ne veux pas abîmer mon exemplaire. Donc vous commencez une page comme ça, et derrière, donc il y a bien le recto qui est ici, qui est vide, et on enchaîne sur une autre. Sur le chapitre suivant. Ouais, ça a été compliqué de faire les enchaînements, de trouver, parce que alors il y en a certains qui sont limpides, on ne s'aperçoit même pas qu'on commence. Et il y en a d'autres, c'est un peu plus subtil et un peu plus gros, j'ai envie de dire, si je peux me permettre. Oui, il fallait essayer de varier un peu les plaisirs. Donc, là, sur le premier enchaînement, il n'est pas si évident que ça, entre la première et la deuxième page. En revanche, entre la deuxième et la troisième, c'est très clair. C'est l'histoire du râteau. C'est très, très clair. Voilà. Donc, à chaque fois, c'était... la première, je ne voulais pas que la ficelle soit trop apparente tout de suite. Donc, bon, ça peut passer, on peut s'en rendre compte comme on peut ne pas s'en rendre compte. En revanche, dès la deuxième page et la troisième, on s'en rend évidemment normalement compte tout de suite. Il fallait essayer de varier un peu le style, de varier un peu aussi le format de ces enchaînements. Donc, voilà. Donc, il y a des choses métaphoriques, effectivement. Il y a des jeux de mots. Oui, il y a un peu de vulgarité, mais c'est vrai que la phrase de Raoul, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventée, mais je la trouve terrible. Hein. Je l'ai notée, je l'ai encadrée, je dis celle-là, il faut que je la garde. Parce que... la phrase de Raoul qui enchaîne après Monique, qui dit que la vieillesse est un naufrage, et Raoul enchaîne en disant, Monique dit que son mari avait dit la vie est la plus belle des maladies mortelles sexuellement transmises. Mais cette phrase, je crois qu'elle est très connue, cette phrase. En fait. Oui, moi je la connaissais, alors je trouve ça génial. Ouais.
Je dis là, celle-là, je vais vraiment la noter parce que non, je viens de perdre la question que je voulais vous poser. C'était intéressant. Oui, il y a des changements de typo dans ce livre. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir les montrer. Parce que c'est pas. Alors, En fait, sur chaque page, là, on a une typo différente. là, vous avez une typo qui est. Alors, je vais la montrer très près. Et Ouais. après, il y en a une. Alors, il y en a une. Je pense qu'il faut des grosses lunettes. Hein, et c'est écrit en tout Ouais, petit. c'est pas un livre pour les presbytes, c'est clair. Pourquoi ce choix de changement de typo? Eh ben, parce que pour rester dans l'idée que ce sont des premières pages différentes et que ça pourrait constituer des points de départ différents, ça pourrait être des livres différents. Et donc, c'était vraiment aussi une façon de souligner, c'est un élément de plus, en fait, de forme, tout comme on a imprimé que sur les pages en recto et pas sur le verso, ça participe, en fait, de la même utilité qui est de montrer qu'on est bien sur une page différente d'un récit différent. Ça pourrait être une page différente d'un récit différent. Mais c'est vraiment, vous avez vraiment changé il y a combien de pages votre roman? Oui, oui, alors il y en a quelques-unes qui reviennent parce que sinon je me Oui, serais retrouvé avec des typos absolument oui. illisibles. C'est ce que je me suis dit. Je me dis non, mais celle-là, on l'a déjà vue. Euh, Mais donc, il ouais. il y a quand même une variété de typos aujourd'hui avec les Oui, oui. logiciels de traitement qui est quand même tout à fait impressionnant. Mm. Est-ce que vous avez eu justement des réflexions de lecteurs qui vous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette. On peut dire que c'est un peu un objet, parce il est atypique ce livre. Est-ce que vous avez eu Ah, des. j'ai eu une ou deux réflexions, on m'a demandé s'il n'y a pas eu un problème d'impression, Mm. en me disant c'est bizarre, je reçois ton livre, il n'y a que, il y a que un seul côté qui est imprimé. Mais sinon, et puis à part bon, quelques remarques sur, effectivement parfois sur la taille de la typo qui est un petit peu trop petite. Non, sinon il n'y a pas eu de. Ça vous a fait sourire, ça, qu'on vous dise, je crois que ton livre a été mal imprimé? Oui, je trouve ça drôle parce que ça veut dire en réalité ça veut dire que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est déroutant, c'est pas quelque chose auquel on s'attend. Donc, quelque part, ça veut dire que ça questionne. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Non, non, mais oui, effectivement. Non, non, mais alors, c'est vrai on a beaucoup parlé du discours de Fab Caro, mais j'ai envie de dire que vous êtes dans la lignée avec ce livre-là. On rigole, on passe un très bon moment. C'est très bien écrit, ça je tiens à le souligner, parce que malgré l'exercice de style, on pourrait dire, voilà, il a fait un exercice de style pour nous montrer qu'il savait écrire, mais Antoine Christo sait écrire et sait raconter les histoires et vous embarque dans un pax que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Alors, on va passer aux questions des participants, parce qu'il y a des questions. La première, c'est Marc qui la pose. Vous travaillez en entreprise, vous êtes juriste. Quand écrivez-vous? Ah, bonne question. Alors, je vais rassurer Marc, pas pendant mon temps de travail, ça c'est sûr. Non, j'écris beaucoup, en fait, le week-end. La difficulté, c'est de ne pas perdre le fil, en fait, d'une histoire. Donc, j'essaie d'écrire un peu tous les jours, même si c'est 20 minutes. Même si c'est une demi-heure. Mais j'essaye toujours de garder le lien avec mes personnages. Je pense à eux, en revanche, tous les jours, à différents moments. Voilà, et j'écris donc beaucoup le week-end et beaucoup pendant les vacances. Et un petit peu tous les jours, j'essaye. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire, ce roman? J'ai mis un an pour l'écrire. Et pas pendant le confinement, parce qu'il aurait dû sortir il y a un an, en mai 2020. Donc il était prêt, et puis mon éditeur avait décidé de le repousser. Mais j'ai mis un an à l'écrire. Vraiment. Donc, vous allez garder vos personnages. Souvent, on demande à l'auteur, est-ce que c'est compliqué de quitter ces personnages? Mais vous n'allez pas les quitter, puisqu'on va Non, les. je ne vais pas les quitter, effectivement, parce on va les retrouver. Ouais. Donc, ça, c'est. Parce que parfois, ça hante, hein, les personnages, on les Oui, a. oui. Mais moi, je vais les retrouver avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir parce que justement, là, je vais pouvoir rentrer un peu plus dans leur psychologie, rentrer un peu plus dans ce qu'ils pensent, dans la complexité voilà, de leur personnalité. Et parce que là, bon, on a vu pas mal de choses en surface, mais je n'ai pas pu tellement creuser. Voilà. Et là, je vais pouvoir creuser. On a l'impression que vous avez envie d'aller plus loin et je pense que vous allez encore nous manipuler. Hein, on voit. Ah, il y aura une petite contrainte, il y aura un petit truc. Alors, Elodie demande quelle est l'importance du cinéma dans votre vie et dans votre écriture? Alors, dans l'écriture, j'aime bien avoir. Enfin, c'est vrai que quand j'écris, alors je ne sais pas si c'est le cinéma, mais quand j'écris, je visualise toujours très, très bien la scène. C'est-à-dire que
c'est pas flou, c'est pas brouillon, c'est vraiment très net. J'ai une image très précise, j'ai une scène, et effectivement, peut-être comme si j'étais un réalisateur. C'est-à-dire que j'ai le plan, mais ça, le fait d'avoir travaillé aussi en bande dessinée, quelque chose qui m'aide beaucoup parce que quand on fait un scénario de bande dessinée, enfin, il y a plusieurs façons, mais la façon en tout cas avec laquelle on travaille avec Xavier, c'est vraiment un découpage très précis, scène par scène, case par case. C'est-à-dire qu'on donne des consignes très précises au dessinateur en lui disant, première case, c'est un plan large, avec telle vision, telle focale, etc. Donc, c'est vraiment, quand on écrit, moi, quand j'écris, j'ai une vision très précise, très claire de la scène et de la manière dont elle va se dérouler. Donc, j'essaye de... Oui, enfin, ça vient d'ailleurs assez facilement, et c'est comme ça que je suis, moi, construit. Alors, Françoise, elle demande, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Alors ça, c'est une... Je crois que c'est de partager un plaisir, en fait. Je crois que ce qui me donne envie d'écrire, c'est ça, c'est d'abord d'avoir quelque chose à raconter, enfin, j'espère. Et puis, c'est l'envie de partager un plaisir, tout simplement. Enfin, moi, j'ai du plaisir à écrire et j'espère pouvoir en donner au lecteur. C'est ça l'objectif, finalement, lui permettre de passer un bon moment, de s'évader, de s'échapper. C'est ça, moi, qui me motive aujourd'hui dans l'écriture. Alors, Et si on peut faire réfléchir un peu plus en même temps, c'est ouais, super. c'est pas plus mal. Ouais. Sa question était scindée en deux. Et est-ce qu'autrefois, quand vous étiez adolescent, vous écriviez? Oui, adolescent, ouais, j'écrivais des nouvelles. Ouais. Ouais, c'est ça. Déjà tout jeune, vous aviez cette envie d'écrire. Alors, là, j'ai un pseudo. Est-ce qu'entrer dans la complexité des personnages sert ce que vous faites dans votre profession ou est-ce l'inverse? Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que, en fait, on se nourrit de ses expériences, on se nourrit de ses relations avec les autres et c'est surtout, oui, c'est en analysant. Alors, le fait d'écrire oblige peut-être à analyser un peu plus certaines situations et certaines relations qu'on peut avoir avec les personnes avec qui on interagit. Et c'est vrai que peut-être que je décrypte maintenant un peu différemment certaines personnalités, etc. Parce que peut-être que je vais plus rapidement à certains traits saillants. Hein, mais en fait, les deux se nourrissent. Quoi. Mais la question est intéressante. Mais oui, vraiment, les deux se nourrissent. Alors, Juliette rebondit sur les nouvelles. Est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer vos nouvelles à des éditeurs? Non, jamais. Jamais. Et j'en ai relu quelques-unes et heureusement que je les ai jamais envoyées. Voilà. Et là, vous l'avez envoyé par la poste, votre manuscrit? Comment ça s'est passé? Comment Ouais, avez-vous... je l'ai envoyé en fait à quelqu'un au Cherche Midi. Ouais. Donc, vous aviez... Pas par la poste, pas par la poste, parce que d'abord, il y a de moins en moins de maisons d'édition qui. Enfin, si, en fait, il y a de plus en enfin, très bizarrement, la plupart des maisons d'édition aujourd'hui demandent des manuscrits papier, ce qui est quand même très étonnant. Je pense que c'est peut-être une façon de décourager aussi les candidats, parce que c'est peut-être une façon de limiter le flux je sais pas, de manuscrits qu'on peut être amené à recevoir. Je crois que la période du confinement a été très, très profitable et a généré beaucoup, beaucoup d'écrits. Mais non, je l'avais envoyé par mail, tout simplement. Mais vous aviez ciblé qu'un éditeur ou vous avez envoyé à plusieurs éditeurs? Je l'avais envoyé en fait à 4 maisons d'édition et la première m'avait fait un retour très positif tout en me disant que c'était pas leur ligne éditoriale et que c'était pas le type d'ouvrage qu'ils publiaient. Voilà, mais j'avais eu un retour très, très encourageant et j'avais eu un retour même très bienveillant de quelqu'un de cette maison d'édition qui m'avait un peu ensuite aiguillé, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a dit vous arriverez à vous faire publier, donc il faut vous accrocher, etc. Et, voilà. Et alors justement, le jour où vous avez eu la réponse positive, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous avez dit, ça y est, j'ai Bah, basculé. bah, en fait, c'était très drôle parce que ça s'est fait pendant un déjeuner. Et la personne qui est arrivée avec plusieurs livres du Cherche Midi sous le bras. Et je me suis dit, bon, bah, c'est mort, quoi. En fait, c'est le lot de consolation. Et alors, on commence à déjeuner, puis elle commence à me parler de mon bouquin en me disant qu'elle a beaucoup aimé ceci, beaucoup aimé cela, etc. Et j'attendais le mais. Le mais qui allait tomber comme un coup près.
Et puis elle m'a dit, ça n'a pas été mais, et ça a été, et on aimerait bien vous publier. Alors là, je me suis pincé jusqu'au sang pour ça, je n'étais pas en train de rêver. Et, voilà. Et le jour de la ça sortie, reste un très beau moment, cette annonce. j'imagine. Et le jour de la sortie, vous êtes allé en librairie voir s'il était sur les tables de librairie? Non, Non, vous n'avez pas posé non, ce non, vice. non, j'ai pas fait ça. Alors, il y a Non. une autre question. Que lisez-vous, Antoine Christ? Ça tombe très bien, parce que justement, je voulais vous demander de faire un conseil lecture, mais que lisez-vous en Alors, général? je lis vraiment un peu de tout. Alors, je lis pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup le temps de lire, mais j'essaye d'avoir des lectures très éclectiques, très différentes. Euh, et alors, en conseil de lecture, j'aimerais bien mettre à l'honneur en fait un écrivain que j'aime beaucoup et qui est pas forcément très connu, qui est un écrivain bourguignon, qui s'appelle Henri Vincenot et qui a écrit des choses vraiment très belles. Il y a Le Pape des escargots, je pourrais recommander, ou La Bille-Baude, qui sont deux ouvrages voilà, qui dépeignent une campagne qui m'est chère et que je connais bien, qui est une Bourgogne à laquelle je suis très attaché. Mais voilà, j'aimerais bien mettre Je cet mettrai auteur-là. Ouais. les livres, les titres des livres, je les mettrai sous la vidéo sur notre Ouais. page Donc Facebook. Henri Vincenot, oui. Ouais. C'est pour ça que ça se déroule aussi en Bourgogne, votre PAX? Alors, ça se déroule en Bourgogne parce que c'est une région, c'est ma région de cœur. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez eu un choc de lecture un jour? Quel a été votre premier choc de lecture? Est-ce qu'il y a un auteur qui vous a foudroyé en disant ou pas du tout? Il y a des livres qui m'ont marqué, mais je ne dirais pas que j'ai eu des chocs, non. Mais il y a des livres qui m'ont marqué, oui. Lequel, par exemple, si on a un en tête? La promesse de l'eau, par exemple, de Romain Gary, m'a beaucoup marqué. Céline aussi m'a marqué. Et ouais, il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui m'ont marqué. Si vous aviez l'occasion justement d'être à table avec Romain Gary, qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aimerais lui poser comme question? Pourquoi cette promesse de l'aube? Ouais, pas mal. Ouais. Pourquoi cette promesse? Et est-ce qu'il y en a une déjà? Non, c'est pas. Oui, je sais que la question est très difficile parce que souvent on l'entend comme ça. Si vous aviez l'occasion de poser telle question à un auteur qui a disparu, qu'est-ce que vous auriez? Et c'est vrai que c'est très compliqué. Donc je suis désolée de vous l'avoir posé comme ça. Non, mais. Mais vous ne lisez que des hommes parce que là, il me semble que vous ne lisez Non, je lis pas que des hommes. Alors j'ai par exemple, j'avais beaucoup aimé Réparer les vivants. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi, par exemple, 36 chandelles. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Voilà. Non, je lis aussi bien les femmes que les hommes. D'ailleurs, est-ce qu'on dit souvent je trouve pas toujours qu'il y ait une différence en réalité. Moi, souvent, on me disait en magasin, la littérature est faite pour les femmes et écrite par les femmes. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Souvent, je La l'entends. littérature est faite par les femmes, écrite pour les femmes? Ouais. Non, je ne trouve pas. Parce qu'on dit souvent, dans les librairies, il y a beaucoup de femmes qui viennent acheter des livres. Je pense que c'est pour ça que la réflexion m'est revenue souvent. Il n'y a que des femmes qui achètent des livres chez vous. Mais non, les hommes sont aussi des lecteurs. Après, il y a ceux qui les achètent, puis il y a ceux qui les lisent. Oui, aussi. Voilà. Non, il y a aussi... je ne sais pas si c'est peut-être un peu, effectivement, il y a peut-être une tendance plus féminine à lire des romans, c'est vrai. Et la bande dessinée, peut-être un peu plus les garçons, c'est vrai, il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais en même temps, je ne trouve pas qu'il y ait... j'ai pas le sentiment que les choses soient autant marquées, en fait. Voilà. Alors justement, il y a quelqu'un qui est interpellé sur le fait que vous allez sortir une BD. Est-ce que vous êtes féru de BD, vous? Ah, beaucoup, oui. Oui. Plus que les romans, vous avez beaucoup de BD?
Non, 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 pas plus, mais je trouve que ce sont deux façons très différentes de raconter des histoires. C'est pas du tout le même exercice de style, donc c'est intéressant dans les deux cas. Euh, chacune de ces formes a sa contrainte et permet des choses voilà, que l'une et l'autre ne permettent pas. Donc, non, je trouve que oui, c'est très intéressant en fait, de pouvoir faire les deux. Mais je n'ai pas une préférence pour l'un ou pour l'autre, en fait. C'est quoi la dernière BD que vous avez lue d'ailleurs? La dernière BD que j'ai lue, bah, c'est le tome 2 du Château des Animaux de Xavier d'Horizon, D'accord. qui est une très très belle histoire. Ouais. Que vous recommandez? On peut Ah la oui, retrouver? le Château des Animaux, ouais, 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 vraiment. Et c'est remarquablement bien dessiné par un jeune dessinateur qui dessine des animaux, qui leur donne vie et qui. Enfin, non, vraiment, c'est un très. Ouais, ouais, vraiment, je recommande cette lecture-là, Le Château des Animaux. Voilà, donc je mettrai votre conseil lecture et votre conseil BD. Donc je vais remontrer ce merveilleux roman qui s'appelle Fêtes et défaites, qui est sorti le 6 mai au Cherche Midi. Il est sur toutes les tables de librairie. Courez en librairie demain, achetez le livre d'Antoine Crissot parce que vous allez vraiment passer un très bon moment de lecture. Vous allez passer une belle fête parce elle est belle, hein, la fête de Pax. On est content que Camille et Laurent nous aient invités à leur fête de Pax. Si vous On y vraiment mange voulez... bien. Oui, on mange bien aussi. C'est vrai que parce que l'étoilé, quand même, le menu est assez sympa. Tout ça pour dire que si vous voulez l'acheter ce soir, vous pouvez aller sur le site unendroitoualler.com. Sur la page de la rencontre d'aujourd'hui, vous avez de quoi faire. Vous cliquez et vous serez redirigé sur une librairie indépendante. Antoine, avant de vous laisser le mot de la fin, demain, on va changer complètement d'univers. On va partir en Corse, à moitié en Corse et à moitié Marseille. On reçoit Philippe Amotte pour son premier roman. J'ai la chance d'interroger deux primo-romanciers. Le jour où ma mère m'a tout raconté chez Stock. Moi, je suis ravie de faire connaissance avec des primo-romanciers. J'ai hâte de lire votre prochain roman, cher Antoine, parce que vraiment, j'ai passé... Vraiment, vous m'avez eu, vous m'avez attrapé. Et donc, je vais conseiller ce livre. Ça peut être aussi un livre de l'été. Donc voilà, c'est sorti au Cherche Midi. Ça s'appelle Fêtes et défaites. Et Antoine, je vous remercie et je vous laisse le mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, il est très simple. C'est juste merci à vous. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Belle vie à Fêtes et défaites, donc paru au Cherche Midi. Et à bientôt en librairie. J'espère que vous irez rencontrer votre public. Bonne soirée à tous.